Thierry, merci beaucoup de venir. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir de t'avoir. Tu viens directement de Dubaï, en fait. Tu as vécu entre Paris, Montréal, donc un peu partout dans le monde, donc on va dire des deux côtés de l'Atlantique, ce qui est cool. Et en 2012, si je me trompe pas, tu as déménagé à Dubaï. Euh, et tu as déménagé parce que c'est ce qu'on entend souvent, il y a pas mal d'opportunités là-bas, il y a pas mal de talents qui se croisent là-bas. Et t'as pas trop une barrière, c'est pas mal de méritocratie qui fonctionne là-bas, c'est ce que j'ai entendu. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est après tant d'années, depuis que tu es là-bas, c'est quoi ton vécu? Comment tu peux le partager? Et positif comme négatif, hein. Chaque pays a ses points positifs et négatifs. Est-ce que tu es aussi épanoui que tu l'étais en y allant? Parce que quand on va dans un pays, on a toujours les sparkling stuff, tu sais, on voit que les choses qui brillent. Et quand on arrive, certaines fois, tu sais, il y a des choses négatives, comme dans chaque pays. Il n'y a pas un pays parfait, ça n'existe pas. Donc, ce serait quoi, brièvement, ton expérience sur les quelques années, si tu veux me faire un petit résumé? Ok, bah écoute, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avant d'arriver en studio. Euh, je suis venu au Québec pour étudier et le Canada est un pays que j'adore et encore aujourd'hui, bah, si je suis là, c'est qu'il y a de bonnes raisons après avoir passé tant d'années aux Émirats. Et c'est vrai que, bah, on en parlait tout à l'heure, t'as beau être à l'aise dans un environnement, t'as toujours, et c'est humain, l'être humain a besoin de changement, donc t'as besoin de voir autre chose, une autre culture, une autre dynamique au niveau économique, voir de nouveaux visages, avoir de nouveaux défis. Et moi, je me souviens du discours que je tenais à mes amis français au niveau du Canada et du Québec, où bah, l'ambiance a toujours été super morose, les Français toujours très critiques, un gouvernement, bon, on le connaît, un petit peu à l'ouest sur énormément de décisions, une fiscalité atroce. Et je leur expliquais, ben voilà, je suis au Canada, je suis au Québec, tous mes potes sont jeunes, entre 30 et 35 ans, tout le monde a un diplôme, ceux qui n'ont pas de diplôme ont quand même réussi, ils ont leur propre business, t'es pas obligé d'être ingénieur, être dentiste, voilà, travailler dans des grosses firmes multinationales, t'as ton petit business, il va marcher. Pourquoi? Parce que on regarde pas ton âge, on regarde pas la couleur de ta peau, on regarde pas ta confession, et voilà, t'es dans un environnement qui est aux antipodes de l'environnement dans lequel j'ai vécu en France, où on te juge surtout. Ben, il y a un lycée ici qui s'appelle Stanislas, un collège Stanislas, on a le même à Paris, sauf qu'ici tout le monde se mélange, et puis j'ai jamais vu mes amis avoir des problèmes entre eux. Moi, à Paris, bon, bah, j'étais le petit brin, ça les faisait chier parce que j'étais le premier de classe, c'est pas normal. En plus, tu viens d'une famille fortunée, donc les gens de jaloux, c'est conflit sur conflit sur conflit. Donc, tu es dans une société. Et voilà, je présentais le Québec comme l'Eldorado, et avec toutes ses qualités. Mais bon, comme partout, il y a des défauts. On en parlait tout à l'heure, tu as la fiscalité, bon, tu as des défauts, mais c'est un environnement où encore aujourd'hui, après tant d'années aux Émirats, je reviens. Et puis après avoir passé tant de temps au Canada, bah c'est pareil, tu as besoin de changement. Comme tu as envie de quitter la France, voilà, pour de nouveaux horizons, bah j'ai quitté le Canada pour de nouveaux horizons, non pas par rejet vis-à-vis du Canada, comme j'avais pu l'avoir par exemple sur la France, bien que j'aime ce pays plus que tout au monde, mais voilà, j'en avais assez. Bah c'est pareil, au Québec, je me sentais un petit peu limité par rapport à mes projets professionnels. Euh, Bien que le Canada présente énormément de structures et de programmes pour t'aider à te lancer, à investir, bon, j'avais besoin d'un truc sous stéroïde et dans un environnement qui était à l'époque vraiment un petit peu inconnu de tout le monde. Et comme j'aime bien faire les choses différemment, bon voilà, j'ai tenté ma chance dans un environnement que je connaissais pas trop, mais où j'avais beaucoup d'amis qui étaient déjà implantés, avec des structures économiques complètement différentes, avec une culture, mais encore une fois aux antipodes de ce qu'on peut trouver ici, mais avec un vrai dynamisme, avec un attrait voilà, que je retrouvais plus au Québec après autant d'années. Et puis bon, bah, tu arrives à Dubaï, tu vois ces immeubles en construction, tout est propre, ultra sécuritaire, tu vois des gens voilà, qui sont comme toi ou comme les gens que tu prends comme exemple qui réussissent énormément.
Et donc voilà, tu prends ça comme exemple, tu dis voilà, je suis dans un nouvel environnement, je retrouve ma motivation, j'ai de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges. Voilà, je veux conquérir le monde à partir de Dubaï. Et dans un Dubaï qui à l'époque était un petit peu, euh, on va dire, moins axé sur le développement au niveau des affaires avec les facilités qu'ils apportent aujourd'hui, puisque bon, bah, tout se construisait au niveau économique, mais avec un système bancaire qui était super simple, avec un système d'incorporation très simple, avec un système d'accès à la résidence très simple, et avec voilà, un hub multiculturel en termes et d'individus et de société. Tu arrives à Dubaï, tu rencontrais des gens qui représentaient la crème de la crème de là où tu étais et qui, là-bas, sont des gens totalement quelconques. Si tu penses être en place, bah, là-bas, tu es juste un monsieur lambda et ça te fait réfléchir, ça te remet en question et ça dit bon, ben voilà, il y a des gars qui sont vraiment sur stéroïdes en termes de succès. Et voilà, donc c'est vrai qu'après 12 ans, comme je te disais, les Émirats ont extrêmement changé en termes de structure légale, en termes en termes bancaires également, c'est plus le paradis fiscal avec tous les clichés qui vont avec. Mais c'est vrai que c'est un environnement aujourd'hui qui, au niveau des affaires, au niveau de la levée des fonds, au niveau de ce hub et de toutes ces rencontres que tu peux faire, est incroyable. Donc c'est vrai, mon bilan après 15 ans passés aux Émirats, parce que bon, j'ai commencé à y aller plutôt en 2010, mais c'est vrai que je me suis installé là-bas en 2012. C'est un bilan plutôt positif, encore très optimiste, et avec toujours, bon, je t'en parlais tout à l'heure avant d'arriver en studio, en tant qu'être humain, bah là, je suis dans ma phase où j'ai besoin de changement. Mais changer pour aller où ? Quand justement tu vis dans un environnement comme les Émirats, où bah, tu as un tel dynamisme, où tu rencontres tellement de gens, où tu brasses tellement de sujets différents en même temps, bah, dans quelle autre place au monde, à part si tu es un extrême privilégié dans une cour de privilégiés, où tu peux retrouver ça? Au niveau économique, mais même au niveau de la vie au quotidien. Où est-ce que tu vas avoir un endroit aussi sécuritaire, mais qui en même temps t'offre toutes ces possibilités au niveau des affaires? Parce qu'en général, bah, soit tu as un milieu d'affaires qui est incroyable, mais avec des conditions de vie atroces, soit tu as des conditions de vie incroyables, mais où tu vis en tant que rentier, à compter tes millions à la banque sans rien faire. Donc, bilan plutôt positif, encore positif, et on verra ce que l'avenir va nous offrir. Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais bouger? Mais c'est certain que tu peux... Quand tu as goûté, on va dire, entre guillemets, à la sauce émirati et golf, voilà, tu as du mal à te projeter ailleurs, en dehors d'un cadre de retraité à méditer sur voilà, tes prochains challenges familiaux plus que entrepreneurial, quoi. C'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que j'ai l'impression que où que tu vis dans le monde, le but c'est vraiment finalement d'accepter et d'être reconnaissant avec ce que tu as. Et est-ce que d'après toi, c'est quoi ton prochain challenge? Parce que là tu me dis, ok, les Émirats c'est super, et moi de l'extérieur je vois les Émirats comme vraiment comme, je dirais pas l'Eldorado, je sais pas si ça continue d'être l'Eldorado parce qu'il y a tellement de compétition, tellement de monde qui se fréquente là-bas, tellement de gens qui ont du succès, donc la compétition est très rude. Comme tu l'as dit, c'est un pays super sécuritaire, c'est un pays qui t'offre tout pour réussir. Je veux dire, ils sont en train de construire un train qui va traverser tous les Émirats, c'est incroyable. Et c'est toujours des projets surprenants, l'espèce d'immeuble qui va être accroché dans une astéroïde. Bref, c'est des choses vraiment incroyables et je trouve que c'est assez impressionnant. Toi, tu vis là-bas et malgré tout, tu me dis, bah, ça va être quoi mon next step? Ça va être quoi ma prochaine étape? Il y a un truc qui manque. Donc, tu confirmes avec moi que tu sens qu'il y a quelque chose qui manque malgré tout. Et je pense que ce manque, tu l'as pas seulement aux Émirats, mais tu peux l'avoir partout dans le monde. Ce serait quoi la réponse pour toi? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que de toutes les manières, l'être humain est en constante évolution, et par nature, on a besoin du changement. Et bah, on l'a vu quand de notre naissance jusqu'au monde du travail, on est en perpétuelle
éducation. On ne peut pas, entre guillemets, par instinct naturel se satisfaire de ce qu'on a, mais on est constamment en train d'apprendre, on est constamment en train de se mettre dans des environnements pour, dépendamment de l'aspect qualitatif que tu portes à ça, devenir meilleur, devenir différent, devenir plus performant. Tu vois ce que je veux dire? Tu évolues avec tes environnements, et aujourd'hui, peut-être que aller à Dubaï ou aux Émirats, c'est brûler les étapes, parce qu'en général, tu vas là-bas, la vie coûte tellement cher, y a tellement de compétition qu'il faut vraiment, entre guillemets, être à la hauteur, même si, on va dire, le système est un petit peu moins sophistiqué que certains autres capitales mondiales. Mais voilà, c'est une étape. On est en constante, on va dire, formation et apprentissage sur beaucoup de choses. Donc, il y a des environnements que je ne connais pas et qui m'intéresseraient. Par exemple, je n'ai jamais vécu en Asie, et énormément de gens aujourd'hui qui viennent sur les Émirats ou qui quittent les Émirats, en général, vont s'installer sur Singapour ou repartent en Europe dans des capitales auxquelles on n'avait jamais pensé, soit parce qu'ils y vont pour une histoire de confort, parce qu'ils se sont dit, après tout ce qu'on a réussi à accomplir aux Émirats aujourd'hui, on veut peut-être moins focus sur le travail, mais peut-être plus sur nous-mêmes et la famille. Donc ces gens-là, qui sont des gens qui ont fait de très très grosses fortunes, qui ont des success stories incroyables, aujourd'hui, encore une fois, dans leur apprentissage et dans leur évolution, dans leur cycle de vie, se disent, on a atteint un certain niveau, maintenant on veut se concentrer sur nous-mêmes, sur la culture, sur la famille, sur d'autres choses. Donc ces gens-là vont aller en Europe, type Portugal, Andorre, dans des endroits où tu vas retrouver des gens fortunés, où les structures économiques sont faites que au niveau de la résidence, au niveau des visas, au niveau de beaucoup de choses, ils peuvent arriver avec l'argent qu'ils ont, obtenir une résidence, mais pour se mettre dans un environnement où leur priorité, ça va être la qualité de vie, leur famille, leur épanouissement personnel en dehors du cadre du travail. Il y a d'autres gens qui quittent les Émirats pour aller encore beaucoup plus loin, pour aller à Singapour, pour aller dans des capitales asiatiques, où ils se rendent compte que aujourd'hui, il y a les BRICS, aujourd'hui, il y a l'Asie. Malgré ce qu'on en dise, ils sont en train de bâtir un monde et un pôle extrêmement dynamique et extrêmement puissant. On le voit aujourd'hui vis-à-vis des tarifs de Trump. On voit très bien la menace que représente la Chine. On voit très bien le potentiel économique et financier que représente la Chine. C'est une réelle menace. Mais justement, ça attire énormément de gens en se disant c'est un nouveau challenge. On est passé par cette phase, les Émirats resteront toujours un hub, le Golfe restera toujours un hub. Mais voilà, on veut aller à la source de ce nouveau dynamisme. Et on le voit à quel point aujourd'hui l'Asie représente un territoire déjà encore une fois culturellement totalement différent. Alors oui, ça pourrait peut-être m'intéresser, puisqu'encore une fois, en termes de challenge, tu te retrouves à nouveau avec des gens qui ont une culture et un mode de vie complètement différent du tien. Mais où tu te rends compte que ils sont en train de bâtir une économie où ils nous ont inondés de leurs produits pendant des années bon marché. Maintenant, ils nous inondent de produits de haute technologie, et où tu vois bien que ce soit leur chat GPT local, que ce soit leur WhatsApp local entre WeChat et toutes ces applications. Mais les gars sont de loin devant nous. Tu peux payer aujourd'hui dans un supermarché avec ta rétine, avec la paume de ta main. Tu n'as plus besoin d'avoir un téléphone, une carte de crédit ou un portefeuille sur toi. Tu regardes leur voiture électrique et la sophistication en termes d'options. Les constructeurs allemands, ils sont en train de se rasseoir, tu les oublies, c'est mort dans 10 ans, je sais plus si on parlera encore de l'industrie automobile allemande. Donc tout ça, ça attire. Mais si on veut en venir aux Émirats, c'est que le marché qu'aujourd'hui, on va dire, les Américains et les Chinois se disputent, c'est pas les Européens qui sont déjà complètement largués, c'est l'Afrique. L'Afrique, un continent avec des ressources incroyables en termes de marché. Alors oui, l'Afrique aujourd'hui est gangrénée par la corruption, par le sous-développement, mais les États africains sont les seuls États avec des taux de croissance à 2 chiffres et où l'humanité va se concentrer. Et ce sont ces marchés-là qu'à terme, les Américains et les Chinois vont essayer de se disputer. Les Américains en visant les Européens
Mais bon, l'Europe est morte, on voit avec le bras de fer et, et la clé que leur a fait Trump. On aura juste nos yeux pour pleurer, on n'aura plus d'industrie puisqu'on est en train de brader l'Europe, de devoir investir aux États-Unis pour garder des barrières tarifaires à 15%. Bon, l'industrie est morte en Europe, on a déjà des problèmes d'industrialisation. Si les milliards qu'on doit investir en Europe, on les investit plutôt aux États-Unis. L'Europe sera juste une terre de tourisme où on verra des gens, ils sont marrants ces Européens dans leur cage, avec leur beau château en France, avec le marché. Mais bon, ça sera juste pour amuser la galerie. Et c'est là où les Émirats, tu leur épingles du jeu, c'est qu'ils ont très bien compris qu'aujourd'hui, l'avenir, c'est l'Afrique. Donc pourquoi ils passent des accords avec la Chine? Pourquoi ils sont très bien avec la Chine? Pourquoi ils sont très bien avec les BRICS? Pourquoi ils font partie des BRICS? C'est parce qu'ils savent très bien que s'ils se positionnent en tant que hub et technologique avec l'IA, dont on parlera peut-être plus tard, et financier, et en termes de géopolitique et de soft power, comme ils le font, puisqu'ils sont impliqués partout, ils sont partout, ne pas oublier que les Émirats, après la Chine, est le deuxième plus gros investisseur sur le continent africain. De loin avant les États-Unis, de loin avant l'Europe, de loin avant la Turquie, de loin avant beaucoup de monde. Donc c'est qu'il y a bien une raison pour ça. Donc voilà, comme je te dis, mon nouveau challenge ou ce vers quoi j'aspirais, c'est peut-être encore renouer beaucoup plus de liens avec la Chine, pays que j'avais jamais visité avant il y a 2 ans, où maintenant je vais très souvent pour me familiariser avec la culture, avec les industries, avec on va dire la stratégie qu'ils mettent en place, parce que ce qui est important avant aussi de t'implanter ou pour être à l'aise dans un pays, c'est de comprendre les stratégies en place. Si tu viens juste pour prendre des photos et admirer un tableau comme dans un musée sans avoir un minimum de culture avant, tu vas avoir un beau tableau, tu sais pas la signification de ce tableau. C'est pareil. Lorsque j'essaye quand je vais m'installer quelque part, j'essaye de comprendre la culture, pourquoi? Pour pouvoir justement atteindre mes buts. Moi, je vais pas quelque part juste comme tu vas sur les plages de Cancun, prendre ton cocktail et laisser le soleil faire son effet sur ton bronzage. Non, tu vas quelque part pour vraiment essayer de réaliser quelque chose. Et là, je suis encore dans cette phase de réalisation. Donc, effectivement, mon challenge serait peut-être de créer un pont avec la Chine, les groupes chinois, avec tout cet environnement. Encore une fois, en lien avec les Émirats, parce que les Émirats sont quand même, et le Golfe, des acteurs qui deviennent de plus en plus des acteurs incontournables par rapport à, encore une fois, ce continent africain qui va représenter, à mon avis, en termes de marché, l'avenir. On parle de sous-développement africain, t'as juste à lire les chiffres. La dette de la France, on a combien du PIB? 110, 120, très sale. 130%. Ouais. Les États-Unis, 110, 120, 130%. Ça fait combien de trilliards de dettes? Ça fait combien de trilliards? La France, elle seule, 3 trilliards. Les États-Unis, c'est bon. Là, on va avoir une crise. L'Afrique est un continent. Ok, je ne sais plus combien de pays, mais c'est un continent complet. La dette africaine, elle est de combien? De 700 milliards. 700 milliards. Tout le continent. Un quart de la dette d'un seul pays comme la France. Donc on parle d'endettement. On parle de pauvreté. Faut arrêter le délire. Tu mets les bons groupes financiers sur la table, tu fais démarrer. Bon, encore une fois, il faut régler les problèmes de corruption. Il y a d'autres problèmes à régler. Mais voilà. 700 milliards, c'est quoi quand tu regardes ce que sont capables de gérer les plus gros fonds d'investissement au niveau des États-Unis, au niveau des Émirats. Donc voilà, là où les Émirats se positionnent, là où les autres sont complètement encore à côté de la plaque, en train de gérer leur petite magouille entre eux. Depuis les Émirats, il y a vraiment, encore une fois, de l'espoir. Avec l'Asie et les BRICS, il y a encore une fois de l'espoir. Les Émiratis ont été super intelligents, honnêtement. En fait, ils se sont entourés, je trouve, des bonnes personnes dès le départ. Ils ont essayé de prendre les meilleurs dans chaque industrie, des différents pays. Et ils ont été super smart parce qu'ils n'ont pas tout mis dans leurs mains. Ils ont appris d'eux. Et au final, ils ont pris le contrôle de leur pays. Et c'est assez impressionnant, le fameux CEO qui a fondé justement Dubaï. On parle de Dubaï, mais il y a toujours Abu Dhabi qui est
Numéro un, quand même, faut pas oublier, des fois les gens oublient que le Burj Khalifa a été bâti grâce à Abu Dhabi. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le Burj Khalifa de la famille Khalifa. D'ailleurs, en parlant du Burj Khalifa, c'est tellement drôle. La première fois que je suis allé à Dubaï, je me suis dit, bon, il y a Thierry qui est à Dubaï, je vais l'appeler. Je t'appelle. Je t'appelle. Ouais, salut Thierry, ça va? Je suis à Dubaï, viens, on va se prendre un petit café. Vraiment, le vrai touriste, tu vois. J'arrive, moi je suis venu pour visiter. Et en même temps, je sais que c'est un hub d'opportunités. Et moi, tu sais, comme moi je suis à fond dans les entreprises, les startups, j'adore ça. Donc je me suis dit, vas-y, on va voir Thierry. Toi, tu me dis, vas-y, il n'y a pas de problème. Et moi, je te dis, bon, tu connais Dubaï, tu vas me dire où est-ce qu'on se retrouve. Très simple, tu me dis, Roméo, retrouve-moi au Armani Hotel, retrouve-moi au Armani Café, au rez-de-chaussée du Burj Khalifa. Je fais, bon, j'avais pas prévu de visiter le Burj Khalifa, j'étais censé le voir de loin. Mais vas-y, je vais y aller. Donc j'arrive, je gare ma voiture, je donne ma voiture plutôt au valet, parce que je gare pas ma voiture là-bas. C'est ça qui est incroyable, c'est ça que j'aime aussi, c'est le service. Donc je gare ma voiture, je donne ma voiture au valet, je rentre dans l'Armani Café, et puis là j'arrive, Thierry, j'oublierai jamais vraiment. Le Armani Café, c'est pas un café classique. Le Armani Café, j'avais l'impression que j'arrivais à un speed dating de business. C'est-à-dire que dans chaque coin du café, t'avais des mecs qui étaient installés de différentes... Ça se voyait que c'était différentes nationalités et de leur visage, tu savais si c'était la première ou la dernière, on signe le contrat, tu vois. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant. T'as pas n'importe qui va aller se poser là-bas. C'est pas vraiment l'endroit où toutes les... Parce que c'est comme ça aussi qu'on voit, il y a certaines personnes qui voient Dubaï comme qu'il n'y a que des influenceurs, etc. Et j'ai été assez impressionné en voyant ça. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et là, je te texte et je te dis, Thierry, je suis arrivé. Et là, tu me réponds, ok, je descends. Je me suis dit, je comprends pas, il y a un autre café en haut et il y a un autre meeting. Tu descends, limite en pyjama presque, hein, habillé rapidement. Et là, c'est après que j'ai réalisé que tu habitais dans l'immeuble. Le cliché. J'avais pas compris. Thierry, ça fait quoi d'habiter dans le Burj Khalifa? Bah écoute, c'est la question qu'on me pose en permanence. Et encore une fois, c'est... Que dire, c'est comme la Tour Eiffel, c'est comme beaucoup de choses. Bah, quand t'es parisien, tu la remarques même plus. Quand t'es touriste, c'est une des plus belles merveilles du monde. Ouais. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est parce que t'as des objectifs. Et bah, moi, j'arrive bientôt à 50 ans. Puis voilà, bah, quand j'avais 30 piges, bon, le Burj Khalifa n'existait pas, c'était le Burj Al Arab, où tu avais d'autres destinations. Puis un jour, j'ai vu cette tour, on m'a parlé des Émirats, mes amis déménagent là-bas. Et pour moi, c'était normal, vu les objectifs que je me donne, bah, de m'installer dans ce qui représente ce qu'il y a de meilleur. Pour moi, satisfaction personnelle, pour mon confort. Pas pour le show-off, pas pour le bling-bling, Ouais. parce que bon, la plupart des gens, bah, comme toi, qui me connaissent depuis des années, bah, t'avais aucune idée que j'étais installé là-bas, parce que bon, je communique pas là-dessus. Mais voilà, dans la vie, on n'est pas là forcément pour viser le matériel, mais pour viser le confort. C'est-à-dire que souvent, quand je parle de ma situation, et qu'on me dit « Oui, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça ?» Je dis « Mais écoute, parce que à 50 piges, bah, quand j'avais 30 ans, je m'imaginais là où je suis. Dans ces circonstances, dans ce milieu de travail, avec ce cercle d'amis qui devient de plus en plus restreint. Donc j'ai atteint mon objectif, et quand tu es dans, on va dire, ta zone de confort, t'es plus impressionné par cette zone de confort parce que tu la vis au quotidien, et c'est ce qui te donne cet équilibre. Et c'est ça qui est beau, c'est que lorsque tu vas te battre après, bah, tu te bats pour autre chose. Tu te bats pour challenge, on va dire professionnel, parce que tu es vraiment pris dans tous tes projets, tu veux bien faire les choses, et ta zone de confort en général, tu la remarques plus puisqu'elle est là, parce que de toute manière c'est ton objectif. Mais j'ai toujours à cœur de ne jamais être blasé. Par exemple, on en parlait encore une fois tout à l'heure, bah, t'as des gars, ils s'achètent la dernière voiture de sport exotique de l'année, et puis 6 mois après ils changent. Moi je suis pas comme ça. Quand j'essaye d'acquérir quelque chose, c'est parce que c'est pour ma satisfaction personnelle, c'est pas vis-à-vis des autres. Le regard des autres, je m'en bats l'œil.
Mais si tu te bats, c'est pour ce confort pour toi. Maintenant, je suis père de famille. Tu connais le sentiment. Voilà, on veut le confort de nos proches, on veut qu'ils soient en sécurité, on veut qu'ils soient à l'aise, on veut leur apprendre les bonnes valeurs, mais dans de bonnes circonstances. Donc c'est vrai que vivre au Burj Khalifa, quand tu quittes, ok, business as usual. Quand tu reviens de voyage, tu dis, oh putain, quand même. T'es pas I made malheureux. it. T'es pas malheureux. T'es pas malheureux, au contraire, tu dis, waouh, c'est beau parce que quand je rentre à la maison, t'es pas en train de dire, ah, j'aimerais vivre ici, ah, j'aimerais vivre là-bas. Non, je suis là où je voulais être. Justement, Thierry, quand tu vis justement dans le Burj Khalifa, d'accord? C'est comme si t'avais... ça y est, t'as atteint le sommet. On va le voir comme ça, d'accord? Disons, ok? C'est une image, ok? Donc, disons que t'as atteint le sommet. C'est quoi... T'as déjà atteint le sommet. C'est quoi ta prochaine... c'est quoi ton prochain challenge? D'accord? T'as dit quelque chose de super intéressant que je respecte énormément. C'est que dorénavant, et je pense que ça fait des années déjà, ta priorité, c'est beaucoup, oui, ton confort, mais c'est le confort de ta famille maintenant. Et ça, c'est quelque chose dont personne ne parle. Et c'est quelque chose où j'entends beaucoup d'histoires, des gars qui étaient super successful. Il y avait un gars dans le marketing, je me souviens plus de son nom, le gars, mais on m'avait raconté son histoire. Il était dans le marketing à New York. Il faisait beaucoup d'argent, d'accord? Et le but, c'était de vendre des produits. Et tu sais, les gens du marketing, il y a une série qui s'appelle Mad Men, je sais pas si tu l'as déjà vue, assez intéressante. Je l'ai vue il y a une dizaine d'années, super intéressante, où il t'expliquait un petit peu comment un gars pouvait vraiment révolutionner le marketing à New York, justement, avec les Lucky Strike, etc. Et ce gars-là a décidé du jour au lendemain d'arrêter complètement ça. Et il s'est dit, je veux pas que ma fille voie ce que je suis en train de faire pour faire de l'argent. D'accord? Et il est parti de là. Finalement, il est allé ouvrir une boutique de voitures de collection à Miami, parce que les voitures de collection, c'était sa passion. Ok? Il avait de l'argent, il l'a fait. Et mon collègue, il l'a rencontré. Il lui a demandé, comment tu te sens? Pourquoi tu as fait ça? Il fait, je me sens tellement plus heureux dans ma vie. J'ai la conscience tranquille et c'est ça que j'ai voulu faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrivé à ce point-là, toi, déjà, est-ce que tu te considères comme quelqu'un de proche, plutôt familial, etc. Ou, c'est une question un peu tricky, hein, ou tu te considères comme, ok, il y a la famille, etc., mais le business avant tout? Écoute, ta question est vraiment pertinente et honnêtement, merci de me la poser parce que c'est un sujet que les gens évoquent très peu parce qu'ils sont toujours tous focus sur des choses en général plutôt matérielles ou futiles. Et franchement, je te dis la vérité, pendant des années, mon seul objectif, c'était la carrière, la réussite. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans des considérations plutôt personnelles. J'ai eu un père qui était extrêmement successful au niveau des affaires, les grosses industries françaises, machin, le truc. Et je me souviens, j'étais toujours en compète avec mon père. J'ai travaillé dans le groupe familial pendant longtemps, mais c'était deux lions dans la même cage, très conflictuel. Si je prenais une initiative, forcément, elle était pas bonne parce que c'était lui qui a créé l'entreprise, c'est lui qui a fondé le groupe. Donc, tu vois, c'était toujours compliqué. Donc, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être écouté, même si il était fier, mais il le disait jamais. Tu sais, c'est la vieille France, la vieille éducation. Je suis fier, mais je le dis pas. Je t'aime, mais je te le dis pas. Ce genre de vieille mentalité. Et donc, voilà, pendant des années, c'était, voilà, je veux lui prouver qu'il a tort. Et je vais tout faire pour voilà, qu'il réalise. Et du coup, tu focuses sur le boulot, tu focuses sur plein de choses, et c'est boulot, tes amis, mais t'as pas ta famille personnelle. Donc, regarde, j'ai rencontré ma femme il y a pas très longtemps. Comment tu peux expliquer qu'un bonhomme qui connaît la planète entière se marie qu'à l'âge de 47 ans? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour se marier, pour bâtir une famille, alors que j'ai toujours voulu avoir des enfants, être marié, voilà, la vie idéale, comme la petite maison dans la prairie, le cliché. Mais non, pendant des années, ça a été ma priorité. Pas de stabilité au niveau du couple, à changer de copine en permanence. Pourquoi? Parce que c'est le boulot, ce sont les voyages, ce sont les challenges. Et aujourd'hui, quand tu arrives à ce stade-là où tu dis, voilà,
Déjà, fais attention à ta santé, parce que tu as des alertes. Je me souviens, il y a quelques années, je me suis réveillé un matin où j'ai failli y passer, parce que à, à brûler la chandelle par les deux bouts, le corps, c'est une machine. Hein, t'es médecin, tu sais comment ça fonctionne. Donc, si tu l'entretiens pas, t'as beau être le gars avec le portefeuille le plus garni et le garage le plus grand, tu repars tout seul de toutes les manières. Donc ça te fait réfléchir déjà, premier déclic. Après, tu as eu le Covid. Ou encore tu te retrouves dans une ville incroyable comme Dubaï, qui était encore il y a 2 jours tellement dynamique et animée, et là tu te retrouves comme dans un film de science-fiction où il se passe rien, c'est ville morte. Comme le film avec Will Smith, là, The Legend, et là, tu sais que toutes ces tours sont pleines, mais elles sont pleines de monstres. Et ils sortent que la nuit. Non, mais ça fait peur. C'est angoissant. T'es dans le Burj Khalifa, t'es au-dessus de tout le monde, mais au-dessus de quoi, en fait? Tu vois la ville, mais morte. Tu te dis, mais c'est lunaire, c'est impossible. C'est une sensation qui est incroyable à vivre. T'es à Montréal, dans le Vieux-Port, tu vois les 2-3 immeubles autour de toi pendant le Covid, quand t'enfermes à la maison, c'est pas impressionnant, tu sais où habitent tes amis. Là, t'es dans une ville que tu vois en perspective, là, du haut de ta tour de contrôle, où tu sais qu'il y a des millions d'individus, là, qui sont tous à bloc, des gens qui réussissent dans la vie dynamique, mais t'as pas un chat dehors. L'angoisse. Et là, tu te mets à réfléchir, à cogiter, à dire, mais t'as fait tout ça pour être dans ta tour, là, comme un idiot, peut-être que le monde va finir demain. Tu vois, et là, du coup, quand il réouvre, tu deviens complètement associable. Voir du monde dans le lobby de ton immeuble t'énerve. Tu dis, j'étais bien quand je sortais, là, de temps en temps, quand t'avais le couvre-feu, donc fallait sortir genre 1 heure avant le couvre-feu, tu fumais ton petit cigare dehors, mais t'avais le Burj Khalifa à toi. Tu voyais personne. Tu voyais plus la stupidité humaine, le bling-bling, tous les trucs que tu vois au quotidien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que tu deviens non pas associable, mais tu commences à réfléchir sur le vrai sens de la relation, de la vie sociale et ta vie en tant que telle. J'étais tellement heureux finalement, tout seul dans mon appart, à voir personne, à pouvoir réfléchir, à aller en catimini dans d'autres appartements pour se réunir avec d'autres voisins, alors que c'était interdit, mais les voisins que tu aimes, les gens passionnés, les gens intéressants, pour passer des heures à philosopher. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. C'était soit Netflix et t'abrutir à bouffer des glaces Ben & Jerry's, soit avec les quelques voisins intelligents, sophistiqués, tu t'asseyais, tu disais le jour où ils vont réouvrir, s'ils réouvrent, parce que quand tu écoutais CNN, BFM, tu avais l'impression que pendant 15 ans, l'humanité était morte. Voilà, tu dis, tu fais des projets, tu dis, écoute, maintenant, ma priorité, c'est de réussir, mais qualitativement. Plus sur la quantité, et surtout, mettre au cœur de chaque projet l'humain. Je ne veux plus travailler avec les gens avec qui j'ai pas d'affinité, j'ai plus de... Non, c'est terminé. Je veux mettre au cœur de mes objectifs financiers, industriels, économiques, l'humain. Je ne veux plus perdre de temps. C'est incroyable ce que tu dis, parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui l'ont réalisé. Les gens intelligents ont pris le temps de réaliser ce qui se passait, ils ont pris le temps de take a step back, comme on dit en anglais, et de réfléchir sur leur réalité. Tu sais, j'écoute souvent les gens de différentes confessions. Et je te raconte un truc, l'autre jour j'ai écouté une vidéo d'un rabbin qui a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, certaines fois, avec toute la fortune qu'on pourrait avoir, tout le matériel qu'on pourrait avoir, les voitures, le business, on sent toujours qu'il y a un petit manque. Il y a quelque chose qui manque. Et il a dit, mon explication pour cette chose, c'est qu'en fait, tu as une âme. Et ton âme, elle ne se nourrit pas de choses matérielles. Elle se nourrit de choses spirituelles. Et les gens sont tellement focus, ils sont dans leur rat race, à courir, à chercher des choses, etc., qu'ils prennent pas le temps, justement, de réfléchir à ça. Pour moi, le Covid, tu me diras ce que tu en penses, c'était une opportunité envoyée pour que tu réfléchisses, que tu prennes le temps de penser à ce qui est vraiment le sens de ta vie.
Et c'est un peu, tu sais, une question cliché très basique. Ouais, c'est quoi le sens de la vie? Pas seulement ça. C'est vraiment essayer de chercher à l'intérieur ce qui est vraiment la vraie vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai trouvé que c'était super intéressant ce qu'il disait. C'est vraiment vrai et c'est une partie qu'on ne voit pas parce qu'on est pris dans tout ça. Et je vais faire fermer mon compte en disant ça, mais on dirait que tout est fait autour de toi, Thierry, Mhm. pour pas que tu penses à tout ça. C'est comme si que tout était fait pour que tu échappes à la vraie réalité. Bah, on parle de deep state, on parle de beaucoup de Ouais, choses, on parle l'économie de marché est faite pour ça. tout est fait pour Si tu ça. consommes pas, Ouais, si tu fais pas du crédit, ouais, les ouais. banques elles servent plus à rien. Si t'as pas la dernière auto, il faut que tu changes tous les 2 ans pour avoir la nouvelle auto. Bah, tu vas produire C'est des le autos pour consumérisme. personne. C'est vraiment ça aussi. T'en prends plein la tête sur les réseaux sociaux à vouloir acheter. Tu sais, il y a cette espèce de maxime qui est incroyable, c'est que t'achètes des choses dont t'as pas besoin avec l'argent que tu n'as pas pour impressionner des gens que tu n'aimes pas. Mais c'est ça en fait. C'est qu'on te conditionne tellement. C'est comme pourquoi bouffer du McDo et de la malbouffe. C'est parce que pendant des années, les spots télé nous ont appris à surconsommer, alors qu'on est des êtres humains, on devrait être quasiment herbivores. Tu vois, parce que t'es médecin, tu sais très bien que aujourd'hui, les gens qui se portent le mieux, qui sont en super santé, qui ont de la force, c'est les gens véganes. Pourtant, ça mange que des nuts et de la Mm. salade. Donc, on a été conditionné sur le matériel. Le matériel, c'est ce qui fait tourner justement nos fonds d'investissement, les banques, le financier et les usines. Donc, ce que disait le rabbin, je suis tout à fait en adéquation avec ses propos. Et par rapport à la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'est quoi le next step? Encore le challenge pour réussir à faire de belles choses, parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment, je pense, historiquement, au niveau du développement technologique, où il y a des choses incroyables. Il y a toujours ce coup d'accélérateur, comme on l'a aujourd'hui avec l'IA, avec tellement de tech qui sont... le rater, ça serait vraiment stupide. Donc c'est ça qui est passionnant. Mais en même temps, t'arrives à un âge, on est des hommes, on a nos cycles. Et aujourd'hui, c'est le cycle famille, le cycle spiritualité, parce que t'as envie de voir tes enfants grandir. T'as des gens qui font des amis à nous qui ont fait des enfants très tôt. Et justement, parce qu'ils étaient en mode la carrière, faut que je paye pour l'école des gamins. Ils ont jamais vu leurs enfants grandir. Et là que les enfants sont ados, les enfants, ils s'en foutent de papa et de maman. Ils veulent se barrer, rester avec leurs potes. J'ai pas envie de connaître ça. J'ai envie de voir mon fils ou mes enfants grandir. J'ai envie de passer du temps avec eux. J'ai envie de spirituellement me dire que j'ai fait la bonne chose. Tous ces sacrifices que j'ai fait avant, que j'ai fait pour moi-même, pour mes problèmes psychologiques, avec la relation avec mon père, avec beaucoup de choses, ça c'est du C'est passé. du passé. Ça m'a aidé. Comme on dit, c'était un mal pour un bien. Le déclic, voilà, cette lutte, ce conflit, cette frustration, toutes ces choses-là qui te poussent à sortir le meilleur de toi-même. Peut-être dans des excès, les gens l'auraient fait avec moins d'excès que moi, mais voilà, c'était ma manière, c'est mon caractère, c'est ma personnalité, mais il y a toujours un mal pour un bien. C'est comme à l'école, on nous a toujours appris, t'apprendras dans la douleur. Si tu souffres pas à l'école, tu retiens rien. Si tu souffres pas pendant l'entraînement, tu deviens jamais champion du monde. Si tu manges pas des claques au niveau professionnel, avec des gens qui veulent te rabaisser parce que t'es trop jeune, t'as pas la bonne couleur de peau, tu te bats pas. Donc tous ces challenges, c'est pareil, spirituellement parlant, il faut que tu manges des coups, faut que tu souffres, faut que tu prennes des priorités, que voilà, pour un jour te dire... Encore une fois, quand on parlait tout à l'heure, tout est un apprentissage. On ne peut pas être né avec tout un acquis en termes de connaissances et, on va dire, de vérité. Tout est un apprentissage. Et là, je suis dans une phase où, voilà, ce qu'il faut, c'est l'élévation spirituelle. Passer plus de temps avec sa famille, plus de temps avec les gens de qualité, plus de temps à réfléchir quel va être mon impact dans le futur sur cette planète et sur tes proches. Ça, je pense que c'est ma priorité aujourd'hui. C'est super, merci Thierry. Je voulais te dire un truc assez intéressant aussi qui rejoint un peu ce même sujet. Aujourd'hui,
Toi, t'es quelqu'un qui est quand même, tu sais, genre, financièrement, ça va bien dans la vie, ça va bien. En France, on critiquerait ça, ce serait mal vu, évidemment, parce que c'est tabou. Moi, je en parle parce que t'es quelqu'un qui a mérité. T'as travaillé pour, tu travailles comme un acharné, et c'est quelque chose de très respectable. Et je déteste les gens qui rentrent dans le sens reverse, où ils disent « Ah, mais c'est la jalousie pure ». Grâce à ça, ou à cause de ça, tu dois être entouré de gens, parce que c'est très positif pour toi, mais le problème, c'est que clairement, tu vas attirer des sangsues qui vont venir, et confirme-moi si je me trompe, tu vois, moi je suis sûr que c'est comme ça. Il y a probablement des gens qui doivent te tourner autour, des sangsues, des gens qui viennent, si tu veux, prendre toujours l'avantage, etc. Aujourd'hui, dans la situation dans laquelle tu es, sur combien de vrais amis tu peux compter? Les sangsues vont se reconnaître. Les sangsues vont se reconnaître. Parce que c'est sûr que dans un monde comme ça, et vraiment, tous sexes confondus, hein. Mais ce qui me fait tellement rire, parce que ta question, encore une fois, est tellement pertinente, c'est que je me souviens à chaque fois le nombre de disputes que j'avais avec soit des amis très très proches qui te veulent du bien, les ex-petites copines en disant oui mais non ces gars-là ils t'aiment pas blablabla, ils parlent en mal de toi. Je dis mais tu sais ce gars-là là qui me veut que du mal, mais c'est le premier quand il a un problème à m'appeler. Quand lui il a un problème à t'appeler. Quand lui a un problème, c'est le premier à m'appeler. Titi, qu'est-ce que je devrais faire? Titi, est-ce que tu peux m'aider? Titi, show me the money, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est humain, encore une fois, et ça fait partie du jeu. Fondamentalement, j'ai passé toute mon enfance dans les collèges et les lycées jésuites. Je suis quelqu'un d'extrêmement pieux, d'extrêmement pratiquant, qui est peut-être un petit peu en contradiction avec le mode de vie que je peux laisser paraître à travers les réseaux sociaux, à travers ce que les gens peuvent raconter. Je suis quelqu'un de très extrême dans les deux sens. Je me souviens quand j'avais 20-25 ans, j'avais été voir une docteure chinoise qui faisait de la médecine chinoise, et tu sais, ils te profilent. Donc t'as un trait de caractère qui reprend voilà, toute ta personnalité, tout ce que tu es au fond de toi-même, avec tes qualités, tes défauts. Et donc cette doctoresse m'avait dit que j'étais bipolaire, j'avais deux caractères à 100%. Tu peux pas être deux personnes en même temps. Mais voilà, je suis hélicopodium et nux vomica. Deux personnes qui ont en commun la réussite, le succès, mais qui sont aux antipodes l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'un est alcoolique, fêtard, noceur, vicieux, tout ce que tu veux. Et c'est vrai que je peux l'être, mais à 100%, je suis tellement bien quand je le suis. Et l'autre qui est le premier de classe, le nerd, calme, pieux, pur, tu vois, et je le suis aussi parfois. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de naviguer entre ces deux ambivalences. Et si je te dis ça, c'est parce que, ben voilà, grâce à ces deux traits de caractère, t'apprends à faire avec l'hypocrisie, en sachant que, tu vois, l'homme par nature, je vais pas te dire qu'il est mauvais, parce que si t'as le choix entre faire le bien et faire le mal, c'est beaucoup plus facile de faire le mal que de faire le bien, tout simplement. À l'état de nature, bah, c'est la loi du plus fort. Si tu peux pas te battre face à un lion, bah, le lion il va te bouffer parce qu'il a la dalle. Excuse-moi, je suis un peu grossier. Non, mais c'est vrai. Des termes, je suis cru, mais c'est ça. Mais c'est pareil, les gens, c'est comme dans la Bible, c'est que le méchant, il n'est pas méchant parce qu'il est méchant de par sa faute. C'est malchoir, étymologiquement, il est mal tombé, il est tombé de l'arbre. C'est pas de sa faute, il est méchant. C'est comme l'hypocrite, à la fin, bon, c'est pas de sa faute. Mais on va partager de bons moments. Et tu peux pas être toujours tout seul, tu peux pas toujours rentrer dans tout le monde, rabaisser tout le monde. Non, c'est une leçon que tu transmets justement à ce méchant en disant écoute, t'es pas stupide, t'es pas naïf. Tu profites, t'es hypocrite, tu joues, mais voilà, je suis un bon chrétien, je te donne de l'amour, je te donne de la considération. Je suis pas un juge, je suis pas Dieu.
Mais un jour, quand tu seras dans le besoin, c'est moi que tu viens voir. Pas que financièrement, pour des conseils ou parce que la petite nana là, qui était Mimi et qui est ma copine, machin, tu viens me voir pour est-ce que tu peux me la présenter? Ben là, je te dis pas non. Je dis bah avec plaisir. Et c'est comme ça dans la vie, c'est qu'il faut accepter. Et je pense que ça, c'est une valeur chrétienne aussi. C'est une valeur que tu vas retrouver dans toutes les religions où t'es pas là pour juger et défoncer tous les gens qui, par derrière, te font des sales coups. Non, au contraire, tu pardonnes. Le pardon, l'amour. Et c'est ce que j'applique dans le travail. Je suis le pire des négociateurs. Pourquoi ? Parce que je sais pas écraser une personne. Et dans la négociation, c'est le bras de fer. C'est Trump avec les Européens, avec tout le monde. Non, c'est voilà mon opinion. Tu peux avoir la tienne. À la fin, que le meilleur gagne, mais pas dans le conflit. Jamais j'irai dans le conflit. Je suis pas quelqu'un de conflictuel. D'après toi, c'est quoi le talon d'Achille d'un millionnaire? Un millionnaire est un bonhomme comme tout le monde. Tout dépend encore de ses valeurs, de son éducation, de ses principes. T'as des millionnaires incroyables, généreux, qui peuvent tout perdre du jour au lendemain. Ça change quoi ? Et t'en as, ils s'accrochent à leurs millions, à leur notoriété, à leur statut. Et ces gens-là seront toujours malheureux. Donc le talon d'Achille, encore une fois, quel que soit ton statut, ce sont tes valeurs. Soit t'as les bonnes valeurs, soit t'en as pas. C'est ça ton talon d'Achille. C'est pas ce que tu possèdes, c'est pas ce que tu représentes, c'est qui tu es, tout simplement. Quand tu t'assois avec un prêtre, avec un rabbin, avec un imam qui est là en train de te parler de spiritualité, elle est où sa fortune ? Et tu te rends compte que tu es beaucoup plus impressionné par un millionnaire qui va t'expliquer les choses avec simplicité et avec du cœur, et ça t'étonne. Parce que tu t'attends, forcément, on a des clichés sur les profils de tout le monde. Donc tu t'attends à ce que le mec te parle que de business, que de réussite. Et le mec, il est là, il va te parler de philosophie, encore une fois, de spirituel. Et ça choque. Parce qu'on a tous des préjugés. Donc encore une fois, c'est une question de valeur. Si demain, Thierry, tu perdais tout ce que tu avais, tous tes assets, tout, comment tu verrais ta vie ? Je recommencerai tout à zéro. Et alors, combien de fois il a fait banqueroute, encore une fois, Monsieur Trump ? Combien il y a des histoires qu'on voit de gars qui ont perdu leur famille, qui ont perdu l'usage de la vue, plein de choses. Encore une fois, ça, c'est du matériel. Tu perds du matériel, tu perds pas ton âme. Ce que tu racontais tout à l'heure. C'est dur. Je veux pas te dire que je vais me réveiller le matin en disant « Ah, c'est pas grave, tout va se refaire. » Non, ça fait mal, c'est normal, parce que tu t'es battu pour être dans le confort. C'est juste du confort. Mais ton confort spirituel, t'en fais quoi ? Tu perds tout. Qui te dit que je vais pas m'inscrire dans une abbaye et devenir moine trappiste, à prier tous les jours et à cultiver des patates pour me cacher ou pour me retrouver spirituellement. T'as plein de gens qui sont passés par ces phases-là. Pourquoi tu le ferais pas maintenant ? Parce que maintenant, je vais me concentrer sur mes enfants. Et qu'encore, j'aime rouler dans de belles voitures. Je suis honnête. T'es honnête, t'as le droit. T'as vécu pendant très longtemps, justement, à l'abri de ce monde familial. Donc, tu t'es amusé, tu continues à t'amuser, et puis, mais d'une manière un peu différente. La naissance de ton fils, ça t'a fait réaliser quoi, Titi ? Quand le rapport aux enfants quand t'es un père et une mère est complètement différent, parce que la mère la porte pendant 9 mois. Et c'est vrai que il se passe quelque chose, mais la proximité que tu as avec ton enfant à la naissance et jusqu'au premier mois n'est pas aussi forte qu'avec la mère. J'ai pleuré comme un bébé dans la salle d'accouchement quand on m'a mis mon fils dans les bras, parce que c'est magique, c'est quelque chose de... Quand c'est le premier, tu tombes de très très haut, tu te concentres, c'est ta vie, tu te rends compte, c'est une partie de toi-même, c'est une partie de la personne que tu aimes, c'est juste magique. Mais c'est pas aussi fort que ce que tu espérais. Et avec le temps,
tu te rends compte que bah, justement, plus tu as d'interaction, parce qu'au départ, un enfant, bah, ça te voit même pas, ça fait que pleurer, faire caca, machin, donc... c'est quoi ça? C'est beau, mais bon, il est casse-couille, lui. Quand est-ce qu'il se m'a parlé, il a marché. Mais avec le temps, tu vois, tu deviens de plus en plus proche. Quand tu commences à interagir avec lui, quand il te sourit, quand il te reconnaît, quand il t'appelle papa, quand il te prend dans les bras, quand il pleure parce que t'es pas là, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Le sentiment est tellement fort. Et de toute façon, c'est tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. Mon objectif premier, bah, c'était d'avoir une famille, d'être heureux, d'être stable. Et c'est tellement beau, c'est tellement magique, c'est des sentiments que tu peux difficilement décrire. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Ben, tout, ma perception, mes priorités, tout. Avant, ben, tu faisais passer des choses en priorité que tu mets complètement de côté maintenant parce que ben, tu as un enfant qui t'attend à la maison. Parce que tu as un enfant qui compte sur toi pour pouvoir lui offrir ses couches, parce qu'il a besoin de couches, parce qu'il a besoin de formules pour se nourrir, parce qu'il a besoin d'un toit, parce qu'il a besoin de beaucoup de choses. Et là, tu n'es plus en train de prendre des risques pour avoir la maison manoir la plus grande du quartier. Donc tout ce que tu veux, c'est que tu assures la sécurité de ta famille, de ton fils, de ta femme et de tes enfants. Sauf tu retournes aux instincts naturels, aux instincts basiques. C'est-à-dire que tu... Normal, tu as aujourd'hui, tu as la plus belle création du monde. Tu as the best achievement on earth. Tu as un enfant. C'est un miracle. Et c'est un miracle. Il y a tellement de gens qui se battent pour avoir des enfants, qui, arrivés à nos âges, ont des problèmes, justement, des femmes qui ont des problèmes à tomber enceinte, ou des... C'est juste un miracle et franchement, ça serait tellement stupide de le gâcher, quoi. Est-ce que tu considères, Thierry, que tu es quelqu'un de béni? Bah, j'ai tellement de chance, honnêtement. Je suis désolé, je dois rien à moi-même. C'est Dieu, c'est les circonstances. Il y a des gens qui sont tellement, mais 1000 fois plus talentueux que moi. Je dis pas que j'ai du talent, mais tu sais, il y a des gens vraiment pour qui j'ai énormément d'admiration. Quand j'étais à l'école, je dis, ces gars-là, c'est des extraterrestres. Et tu vois, ils ont pas fait un dixième et ils sont frustrés. Je dis, moi, c'est juste une question de chance, un bel environnement, avec de bons amis, avec une famille incroyable, avec... Et puis le regard de Dieu, tu dois tout, je pense à... Bah, t'appelles ça Dieu, t'appelles ça la force créatrice ou une force qui... Voilà, t'es juste sous de bons auspices. Jusqu'à maintenant, parce que demain, tu vois, je peux quitter le studio et me prendre un parpaing sur la tête parce que t'as un mec qui fait des travaux sur le toit et là, je dis, bah, la chance, elle a tourné, et voilà. Donc, oui, c'est vraiment... on doit rien à soi-même, on se crée des conditions, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie et tu sais pas pourquoi ils réussissent. T'as des gens qui ont fait le mal toute leur vie et qui sont jamais punis. Donc voilà, à mon avis, c'est ça. Combinaison de tout, mais surtout là-haut. T'es quelqu'un qui est quand même très occupé, assez busy, assez... tu sais, t'es entrepreneur. Quand tu te réveilles le matin, à part les cris de ton fils, certaines fois, c'est quoi le premier truc auquel tu penses? Ou que tu te dis? Je dis, merde, putain, qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui? Soit tu penses au problème potentiel que tu vas avoir. Ah oui, écoute, je veux dire la vérité. Chaque matin, quand je me réveille, je prie. Je fais mes 7 prières. Le Notre Père, le Je vous salue Marie, l'acte de contrition, le credo. J'ai mes 7 prières. Chaque matin. Tous les matins en me réveillant et tous les soirs avant d'aller me coucher, je fais mon bédicité à chaque fois que je passe à table. Dans ma tête, mais je récite le bédicité. Et tous les matins, donc je sais que le téléphone va me donner une migraine, mais avant d'ouvrir ce fameux téléphone, bah, je fais mes 7 prières, je respire, je regarde ma femme si elle est encore à côté de moi dans le lit, et je prends le téléphone pour attaquer la journée avant même de prendre un café ou faire quoi que ce soit. T'enlèves le mode avion. Exactement, oui. Ça fait du bien finalement le mode avion. Ouais, mais c'est frustrant. Parce que tu sais que où que tu sois dans le monde, bah, pendant la nuit, parfois, tu aurais eu à gérer des urgences.
Et comme je suis extrêmement méticuleux et perfectionniste, même si je sais que ça m'aurait gâché le sommeil la nuit, voilà, ça m'ennuie de ne pas avoir eu à gérer une situation au moment où j'aurais dû la gérer, même si c'était à 2 heures du matin et que ça m'aurait gâché toute la nuit. Alors oui, avec le temps, tu gaspilles moins d'énergie à rester focus sur ce genre de choses. T'arrives justement enfin à mettre ton téléphone en mode avion alors qu'avant tu le laissais sonner, tu faisais chier tout l'appartement ou toute la maison parce que il vient de se réveiller, le téléphone a sonné, réveillé tout le monde. Là maintenant, moi le téléphone est sur silence. Tu l'ignores pendant ta phase de sommeil, mais voilà, du coup le matin tu te réveilles avec tout ce stress à gérer parce qu'encore une fois t'es perfectionniste et tu veux que les choses soient bien faites et surtout que les problèmes soient gérés le plus rapidement possible. Je ne procrastine jamais. Je prends vraiment les sujets à bras le corps et je déteste reporter les choses. Et c'est peut-être une qualité, mais c'est quelque chose qui me fait énormément souffrir. Quand t'es OCD, t'en souffres, hein, quand t'es là, quand les télécommandes de l'appartement doivent être toutes bien alignées et les coussins bien. C'est horrible, c'est dur. Quand tu vois des traces de doigts, tu sais, quand t'as un enfant à la maison, c'est dur. Mais voilà, je suis comme ça. Thierry, t'as déjà eu envie de disparaître pendant un petit moment? Je te dis pas de mourir là, mais juste de disparaître, juste un petit moment. Non, jamais. Au contraire. Au contraire, j'ai toujours envie d'être dans cette action, mais dans cette belle action. Encore une fois, je ne déteste personne. J'ai de haine pour personne. Même le mauvais, même le méchant, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas de sa faute. Ou la personne qui a un mauvais fond, tu essaies toujours de tirer, d'avoir un peu d'espoir pour essayer de le changer. Et disparaître, ça serait pourquoi? Pour fuir? Non, je fuis pas le monde, je fuis pas la situation, je fuis pas l'adversité et les épreuves. Au contraire, je prends tout à bras le corps. Et oui, parfois, tu as envie de souffler, de te retrouver seul, tu fais ta pause, tu prends ton cigare, ton cognac ou ton verre de, je sais pas, smoothie ou matcha. Euh, mais non, non, au contraire, tu as toujours. Je peux passer des journées, des semaines à être seul, je l'ai fait. Mais pas par choix, juste parce que ça me dérange pas, mais me retrouver seul par envie, non, au contraire. J'ai toujours besoin de voir du monde, d'écouter la vie d'autres personnes. C'est comme ça, tu sais, ta curiosité. Très jeune, parce que j'avais aussi des parents extrêmement protecteurs. Donc on n'avait pas, eux avaient une vie sociable, mais en tant qu'enfant, j'avais pas de vie sociale parce qu'on me disait toujours de se méfier de tout le monde. Ah, eux, ils sont pas bien, ils ont une mauvaise éducation, ce garçon-là, il se tient pas. Donc ça m'a pris du temps avant de devenir sociable. Ça m'a pris jusqu'à l'âge de l'adolescence pour m'ouvrir aux autres. Un exemple, tu m'envoyais à la boulangerie acheter une baguette ou des croissants, j'étais pétrifié devant la boulangère. Timide, mais pétrifié. Incapable d'articuler, de peur de parler à un autre être humain. À 16 ans, ça a été l'inverse, dans Incroyable. l'extrême. Thierry, en plus de la richesse de l'âme, évidemment, je pense qu'on a une des plus grosses richesses, et je veux savoir ton avis là-dessus, c'est quand tu as du temps. Je pense que quand quelqu'un a du temps, parce que le temps te permet de réfléchir, te permet de sortir des bonnes idées, le temps te permet de passer du temps avec ta famille. Et quand tu n'es pas dans une rat race, quand tu n'es pas en train de courir, alors ça c'est la majorité des gens font ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Le fait de dire que le temps est ta vraie richesse. En plus de ta richesse dont je t'ai parlé, la richesse de l'âme, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Imaginons qu'au lieu d'être payé monétairement, avec une currency, c'est-à-dire avec une monnaie que tu peux utiliser dans le pays, tu es payé en temps. Écoute, je vais te dire pour moi, la plus belle richesse, c'est pas le temps. Euh, le temps, c'est la seule unité réelle qu'on a dans l'existence. Je te donne un exemple. On se chicane, on a une grosse embrouille. Je te déteste, j'ai envie de t'arracher la tête, envie d'arracher ma tête, nos avocats se disputent. Aujourd'hui, on est dans le moment.
Mais dans 10 ans, on en rigolera. Pourquoi ? Parce que le temps fait les choses. Le temps ne nous appartient pas. On ne le maîtrise pas. Donc ça peut pas être une richesse parce que c'est ce qui nous contrôle, en fait. Et c'est ce qu'il faut accepter. On doit accepter le temps. Par contre, notre plus grande des richesses, et ce pourquoi on doit se battre, et pourquoi des gens meurent aujourd'hui au quotidien, et quel que soit l'état d'évolution du monde, l'état du progrès, c'est la liberté. Si tu veux prendre le temps, il faut que tu aies la liberté pour le prendre. Donc à la base, c'est cette liberté qui te donne la capacité de prendre le temps. Le temps, il est là, il existe. Il y a des gens qui peuvent pas le prendre parce que ils ont 10 boulots, 3-4 boulots, faut nourrir les bouches à la maison. Ils n'ont pas les bons diplômes, ils vivent pas dans le bon environnement. Aujourd'hui, on est dans des sociétés soi-disant de progrès, mais où tout régresse. Tout régresse. Donc je pense que la plus grande des richesses, c'est la liberté, et c'est pour ça que les gens se battent, c'est pour ça que des gens meurent. Parce que tu sais, je me souviens une fois en cours de philosophie, il y avait un professeur qui nous avait demandé qu'est-ce qu'on craignait le plus. Et puis 90% des réponses lui disaient « Ah, c'est la mort !» Et il nous a réalisé, mais non, vous vous rendez pas compte que pour une partie de l'humanité qui vit dans la détresse, dans la misère, dans la souffrance, dans les conflits, on le voit aujourd'hui à Gaza, on le voit aujourd'hui au Soudan, on le voit dans tellement de nations, la mort est une délivrance. Et même pouvoir sauter la vie est compliqué, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se tuer, et n'ont pas cette liberté. C'est horrible, mais c'est ce qui traduit bien pourquoi, à mon avis, aujourd'hui, la plus belle des richesses, c'est la liberté. Très belle réponse. J'ai beaucoup aimé. Je vais te poser une dernière question parce que time is running. C'est ça le problème. 1 heure. Ma dernière question pour toi, c'est avec tout ce que tu as vécu aujourd'hui, que ce soit dans le passé, maintenant et tout ce que tu comptes vivre, si je te donnais l'opportunité de passer 1 heure avec la personne de ton choix, elle peut ne plus être de ce monde, elle peut être de ce monde, peu importe, ça peut être quelqu'un de connu ou d'inconnu. Qui est-ce que tu choisirais ? C'est une réponse qui est tellement simple, ça serait ma mère. Si je pouvais la ressusciter, si je pouvais passer ne serait-ce qu'1 minute avec elle, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ça fait longtemps. Ma mère est décédée en 2011, le 19 avril. Et l'amour que tu peux recevoir, que j'ai pu recevoir d'une personne comme elle, l'aura qu'elle a réussi à dégager pendant tant d'années, les valeurs, l'éducation, les hauts, les bas, c'est pour moi c'est mon exemple, c'est mon idole, il n'y a rien de plus précieux, c'est elle qui m'a donné la vie, c'est elle qui a fait de moi qui je suis. Et aujourd'hui, je pourrais apprendre énormément de scientifiques, de politiciens, de beaucoup de monde, mais encore une fois, et c'est ça qui est beau, c'est que quand tu es dans le bon environnement, quand tu as la chance d'être dans ce bon environnement et quand on t'a bâti pour pouvoir être un homme libre, tu regardes et tu dis à qui tu le dois. Je le dois à 100% à mes parents. Et c'est à ma mère que je pense en priorité. C'est pas au prix Nobel qui va être là et m'apprendre des choses incroyables sur l'histoire, Non, c'est ma mère. Ou alors le Dieu créateur. Thierry, souvent on dit à cette nouvelle génération, à la jeune génération, à la génération Z et la génération qui suit là, si tu as encore la chance de voir le nom de ta mère t'appeler, il faut que tu réalises que vraiment tu as une chance inouïe. Ça rejoint ce que tu es en train de dire. Plus souvent, c'est qu'est-ce incroyable. Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Non, mais c'est incroyable parce que tu sais, la première remarque et la première réflexion que j'avais eue lorsque j'avais disparu, quand ma mère est partie, c'est
Mais tu regardes ton téléphone et tu te dis, mais elle t'appellera plus. Tu sais, tu regardes ton téléphone comme un homme perdu, comme un idiot, et tu dis, mais t'espères avoir écrit maman sur l'écran. Bah, au jour d'aujourd'hui, ça fait 14 ans que ma mère est partie. Il n'y a pas une nuit où je rêve pas d'elle. Sa voix me manque, son odeur me manque, son corps me manque. C'est impressionnant, c'est lourd. Juste entendre... Je donnerais ma fortune et mon âme juste pour réentendre la voix de ma mère. Très touchant. Thierry, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir. T'es venu direct de Dubaï juste pour le podcast, non, c'est pas vrai? Avec le jet privé, genre. Merci beaucoup, c'était toujours un plaisir de parler avec toi, discussion souvent deep, qu'on n'a pas souvent avec beaucoup de monde, et c'est ce que j'aime, c'est de parler avec des gens comme ça qui sont intéressants et qui extériorisent vraiment ce qui est souvent caché très profondément et dont beaucoup de personnes n'aiment pas parler, ou certaines fois c'est juste que elles n'ont pas pris l'habitude de parler de ça. Et je pense que c'est les choses vraiment essentielles et dont il faut surtout pas s'éloigner. Donc merci beaucoup, c'était vraiment un plaisir. Et puis on se revoit à Dubaï. C'était réciproque. Et on se revoit bientôt. On se revoit très vite. Merci beaucoup. Merci Romain.